Merci. Merci pour cette aimable présentation et merci à tous et à toutes d'être présents ce soir. Alors, il ne faut pas vous laisser impressionner par la liste de titres. Travailler sur la politique américaine, c'est un exercice d'humilité de tous les jours, tant cette politique est complexe, a de ramifications, de changements. Et bien sûr, vous le savez, nous sommes en année de campagne électorale, donc soumis à de nombreux rebondissements, règles et distorsions des règles. Donc c'est une situation assez complexe que j'essaye de démêler jour après jour, avec humilité de mon point de vue de professeur de sciences politiques. Donc, la science politique, c'est une discipline qui essaye de produire un discours, on va dire, à défaut d'être savant, raisonné, sur la chose politique. Donc il n'y a pas de parti pris dans un sens ou dans un autre. Et on essaye de produire une analyse assez pondérée, on va dire, des choses. Donc il ne s'agit pas de dénigrer, bien sûr, la situation telle qu'elle est, ni non plus de céder à une sorte d'admiration face au cas des États-Unis, mais essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, alors que nous sommes dans une année de campagne électorale. Alors, les questions qui se posent cette année sont nombreuses. Vous en avez forcément entendu dans les journaux, dans les médias. Elles sont parfois alarmistes, avec cette figure de Donald Trump dont un certain nombre d'éditorialistes redoutent le retour au pouvoir de manière, on va dire, plus ou moins ouverte. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur 3 séquences importantes. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que je voudrais qu'on ait le temps d'échanger et que vous puissiez aussi m'apporter vos questions. On va revenir sur 3 séquences importantes de cette dynamique politique qui nous amène à l'approche des élections générales donc en novembre. Donc 3 temps dans cette présentation ce soir. Je reviendrai tout d'abord sur les élections de mi-mandat qui ont eu lieu en novembre 2022. Puis je parlerai de ce qui s'est passé il y a 1 an maintenant, la judiciarisation de la campagne avec les procès Trump. Et le dernier temps, le temps qui nous est le plus directement contemporain, c'est celui des élections primaires. Et en conclusion, on discutera sur cette vaste et belle question de la démocratie aux États-Unis. Alors tout d'abord, les élections de mi-mandat. Elles ont eu lieu en novembre 2022 et elles sont importantes parce que c'est à ce moment-là qu'on a la première définition alors, de ce qu'on appelle en sciences politiques l'offre électorale. Parce que la démocratie, c'est bien sûr voter, mais c'est aussi pour les responsables politiques se faire élire. Et la première étape qui est cruciale, c'est de définir l'offre électorale, c'est-à-dire de savoir qui se profile pour être candidat, qui se présente. Donc cette première définition de l'offre électorale intervient dans ces élections de mi-mandat. Elle n'est pas définitive, mais elle commence à poser des premiers jalons. Pour rappel, alors qu'est-ce qu'une élection de mi-mandat ? Vous savez qu'aux États-Unis, les mandats des présidents durent 4 ans et que l'équivalent des députés, les représentants, sont renouvelés entièrement tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, il y a des élections législatives qui permettent de réélire un certain nombre, la totalité des députés et un tiers des sénateurs. Et ces élections de mi-mandat sont importantes aussi parce qu'elles permettent aux Américains, alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en France, de s'exprimer sur un nombre de sujets en fonction des États, parce qu'il y a 50 États, et par exemple tel État va mettre une proposition qui est une forme de référendum sur par exemple le salaire minimum ou sur l'avortement dans tel ou tel État. Donc les élections de mi-mandat sont importantes parce que ce sont des élections qui permettent de renouveler les représentants, mais aussi pour les Américains de s'exprimer sur un certain nombre de sujets qui les concernent directement. Puisque fédéralisme oblige, on est dans une configuration politique où l'État fédéral ne décide pas de tout et de toutes les règles qui s'appliquent sur tout le territoire américain. Il y a bien sûr des règles qui sont communes, mais aussi de nombreuses règles qui sont définies au niveau des États.
Ces élections de mi-mandat sont importantes parce qu'elles sont des élections intermédiaires et que souvent elles sont un défi aux pouvoirs qui sont en place. Donc lorsque c'est les démocrates qui sont en pouvoir, en général il y a une contestation des démocrates dans les urnes, et quand ce sont les républicains, ce sont plutôt les républicains qui vont avoir des difficultés à faire un bon score dans ces élections intermédiaires. Il y a des exceptions à ça, mais globalement c'est comme ça que ça se passe. En novembre 2022, on est dans une situation où les démocrates, et là vous allez voir que ça rappelle des propos qu'on a entendus plus récemment, où les démocrates font déjà campagne pour la protection de la démocratie. Ils mettent alors en avant deux choses. La revendication du camp Trump d'une élection volée, puisque Trump a été président jusqu'en 2020 et qu'il a contesté l'élection de Joe Biden, donc l'élection de 2020, qui a été présentée comme étant truquée, faussée. Et c'est cette rhétorique qui a permis à Donald Trump de rester dans la course, puisque d'ordinaire, dans la vie politique américaine, lorsqu'un président se représente et qu'il est battu, il se retire de la vie politique, ou en tout cas des fonctions électives. Et là, Donald Trump prenait une élection volée, et il y avait eu également l'invasion du Capitole. Vous avez tous vu ces images qui ont particulièrement secoué l'opinion politique américaine. Donc, on est dans ce contexte-là en novembre 2022, et ce qu'on observe alors, c'est ce qu'on a peut-être un petit peu plus de mal à imaginer maintenant, mais c'est une défaite des candidats trumpistes. Donc, aux élections de mi-mandat, il n'y a pas de candidature de Donald Trump en lui-même, mais il y a ce qu'on appelle des Trumpistes, des gens qui le suivent, qui se présentent dans un certain nombre d'États et qui essuient, pour l'essentiel, des défaites électorales assez nettes. C'est une déception, bien sûr, pour ce camp qui va dans le sens de l'élection de 2020, qui a vu donc la défaite de Donald Trump. Donc là, c'est une deuxième défaite pour le camp Trump que ces élections de mi-mandat en novembre 2022. D'ailleurs, au lendemain des élections, un certain nombre de médias, y compris des médias conservateurs, s'empressent de remettre en question la présence de Donald Trump dans le champ politique, qui commence un peu à apparaître comme une machine à perdre. Le Wall Street Journal n'hésite pas à titrer Trump « biggest loser », donc le plus grand perdant qui puisse exister. Ainsi, on se pose la question de savoir, mais est-ce que Trump va rester dans le paysage politique ? D'autant qu'il n'y a pas eu, pour ces élections, donc les démocrates étaient au pouvoir, donc les républicains auraient dû emporter une large victoire, et il n'y a pas eu de vague rouge. On parle de vague rouge puisque c'est la couleur du parti républicain, les bleus pour les démocrates. Et il y a une figure qui émerge, qui est le seul personnage politique qui fait un score, on va dire, éclatant dans son État de la Floride, c'est Ron DeSantis. Et il se pose alors comme principal concurrent de Donald Trump, mais a tout de suite un problème de positionnement, c'est qu'il faut exister dans le parti à côté de Donald Trump qui ne renonce pas. Et Ron DeSantis, comme d'ailleurs les autres candidats républicains, ne peuvent pas faire sans l'électorat de Trump. Alors ça, c'est une donnée très importante, puisque Trump a bel et bien un électorat, un socle de fidèles qui le soutiennent et qui se déplacent dans les urnes pour déposer un bulletin en sa faveur. Mais la situation est assez contrastée, en fait, puisque à ce moment-là, on a un républicain sur deux, selon les sondages d'opinion, certains disent 2 sur 3, qui ne veulent pas d'une nouvelle candidature de Trump, puisqu'il a déjà derrière lui un certain nombre de casseroles, l'invasion du Capitole, les fake news, les déclarations tonitruantes. Donc et puis il a déjà perdu 2 fois, malgré tout. Et un certain nombre de républicains ne veulent pas d'une nouvelle candidature de Trump. Et c'est le moment où Joe Biden, qui, lors de sa première élection en 2020, s'était engagé à ne faire qu'un seul mandat.
Donc il avait dit que compte tenu de son âge, compte tenu d'un certain nombre de critères, il ne ferait qu'un seul mandat. Mais face à cette défaite de Donald Trump, mais aussi, il faut le dire, face à la difficulté de sa vice-présidente d'émerger comme figure importante du Parti démocrate, parce que la stratégie des démocrates, c'était de placer d'abord Joe Biden, qui avait été le vice-président de Barack Obama, et que Kamala Harris, qui est la vice-présidente de Joe Biden, puisse succéder à Biden. Sauf que Kamala Harris n'arrive pas à ce moment-là à percer dans l'opinion, elle n'a pas une forte cote de popularité, elle n'arrive pas à avoir vraiment d'assises dans l'opinion, et c'est à la faveur de ces circonstances que Joe Biden décide d'annoncer sa candidature, mais là aussi, les électeurs démocrates ne sont pas très emballés, puisque 2 électeurs démocrates sur 3 ne veulent pas d'une nouvelle candidature de Joe Biden. Donc, dès les élections de mi-mandat en novembre 2022, on a une offre électorale qui commence à se constituer, donc qui a été plutôt stable côté démocrate, mais qui a évolué donc côté républicain, mais dont les électeurs ne veulent pas massivement. Donc Donald Trump ne se retire pas, DeSantis est sur le devant de la scène, et Joe Biden annonce qu'il sera candidat. Donc clairement, il a été porté par cette campagne qui portait, comme je vous le disais, sur la protection de la démocratie. Et le Parti démocrate comprend alors que Donald Trump, et ça c'est une constante, Donald Trump est paradoxalement un avantage pour les démocrates. Puisque Donald Trump est une figure clivante, qui a certes des soutiens, mais qui a aussi beaucoup d'ennemis, qui est assez détesté. Donc clivante, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'adorent, mais il y a des gens qui le détestent. Et ça, c'est plutôt un atout pour les démocrates, qui peuvent apparaître comme un camp plus raisonnable et plus rassurant, même pour des électeurs qui seraient indécis ou pas forcément très très emballés par la figure de Joe Biden, mais qui le trouveraient encore préférable à un Donald Trump imprévisible, tonitruant, et avec une proximité, on va dire, inquiétante avec le régime de Vladimir Poutine. Donc, on a ce premier moment de définition de l'offre électorale en novembre 2022. On a donc une phase d'incertitude, de suspense, où on se demande Trump, pas Trump, qu'est-ce qu'il va faire. Et au printemps 2023 arrive un deuxième temps important qui est celui de la judiciarisation de la campagne. Donc, judiciarisation, ça veut dire que la campagne va se prolonger dans les tribunaux et on va assister à des tractations politiques au niveau des tribunaux et à la mise en cause de Donald Trump dans un certain nombre d'affaires. Donc au printemps 2023, à peu près un an jour pour jour par rapport à aujourd'hui, Donald Trump est déjà mis en cause dans l'invasion du Capitole. À ce jour, on ne sait il n'y a pas eu de procès, donc on ne sait toujours pas le rôle exact qu'il a eu dans cette affaire. Et s'ouvrent alors 3 affaires pénales, sachant qu'il a un certain nombre de procès qui le concernent, certains au pénal, certains au civil. Là, je vais parler des affaires pénales. Donc les affaires pénales, la première, souvenez-vous, c'était une affaire assez sulfureuse parce qu'elle impliquait une actrice star de cinéma pour adultes qui avait reçu, on va dire, de l'argent pour taire la relation qu'elle avait eue avec Donald Trump. Et le problème alors, c'était pas tellement le fait qu'elle ait, on va dire, une carrière professionnelle sulfureuse, mais plus que Donald Trump l'avait payée avec des fonds qui avaient été maquillés en faisant un montage avec son entreprise pour maquiller le fait que c'était quand même une dépense de campagne électorale à l'époque. Donc c'était une manière de protéger sa réputation, que cette histoire ne sorte pas, mais le montage financier était illégal. Et dans l'État de New York, ça relève du crime. Et donc c'est pour ça qu'il a été poursuivi au pénal sur ce dossier. Donc
à ce moment-là, Donald Trump, c'est un homme d'affaires qui a eu déjà de nombreux procès en tant qu'homme d'affaires. Mais là, on voit une première politisation. Le procureur qui instruit ce dossier est un procureur démocrate. Et clairement, il y a bien sûr des faits qui ont été mis en avant, mais il y a aussi, et c'est là toute la complexité en fait de ces procès, c'est qu'il y a un mélange de faits allégués, de commencement de preuves pour un certain nombre d'entre eux, mais aussi une opportunité pour certains démocrates de se mettre en avant comme particulièrement anti-Trump. Donc le procureur de cette affaire s'est aussi mis en avant et s'est taillé une réputation aussi au sein de son camp en attaquant Donald Trump. Donc il y a ce jeu politique où on a à la fois un Donald Trump qui se serait rendu coupable d'un certain nombre de faits. Encore une fois, ce procès-là va commencer le 25 mars, donc on en saura plus prochainement. Et il y a une opportunité pour les démocrates, puisque dans un contexte de campagne électorale et au vu des enjeux, on n'est pas seulement, entre guillemets, dans le règlement d'une affaire de justice, mais on est vraiment dans des affaires proprement politiques. Après l'affaire Stormy Daniels, il y a eu l'affaire des documents classifiés. Vous avez forcément vu les photos de cartons par dizaines dans les toilettes, notamment dans les toilettes, les placards, les nombreuses pièces de sa résidence de Mar-a-Lago. Et là, alors le problème, c'est pas tellement qu'il est détenu des documents classifiés, même si la loi l'interdit. Parce qu'en fait, la loi américaine, telle qu'elle est conçue jusqu'à présent, Obama a essayé de la réformer, mais elle reste encore imparfaite. La loi américaine est telle que beaucoup de documents sont considérés comme classifiés. Donc quand vous voyez des montagnes de cartons, ils ne sont pas tous secret défense avec des codes nucléaires ou des plans secrets absolument stratégiques. Mais il y a beaucoup de documents qui sont considérés comme classifiés. Mais dans ce dossier, il y avait au moins deux problèmes. C'est que, Donald Trump a été enregistré comme se vantant d'avoir des documents qui concernaient l'Iran et en narrant un petit peu le contenu de ces documents à l'un de ses interlocuteurs dans sa résidence. Donc, premièrement, vous noterez au passage qu'il a été enregistré disant cela. C'est dire aussi qu'il n'a pas que des amis dans son camp. Et ces documents classifiés, le plus grave dans cette affaire, c'est qu'il a fait obstruction à la justice quand on lui a demandé de les rendre. Donc, il détient des documents classifiés, comme d'ailleurs Joe Biden en détenait. La justice lui dit « rendez-moi les documents ». Donald Trump dit « non ». Donc ça s'appelle l'obstruction à la justice et c'est un cas particulièrement grave et qui explique le procès en question. Mais ça, ces deux premières affaires, Stormy Daniels et les documents classifiés, bon, c'est une chose, mais ce ne sont pas les dossiers les plus graves. Les dossiers les plus graves, ce sont celui de l'invasion du Capitole, puisque la question c'est est-ce que un ancien président a fomenté une insurrection ? Donc ça, c'est quelque chose qui peut le rendre coupable de trahison au titre de la Constitution. Donc ça, c'est une affaire très grave. Et il y a aussi une affaire assez grave également, qui est celle de la fraude électorale en Géorgie. Donc ça, c'est une affaire qui n'est pas jugée par une cour fédérale, mais par une cour de Géorgie, et qui a été soutenue par des enregistrements, vous les avez peut-être entendus, où on entend Donald Trump au téléphone qui dit « mais attendez ». Donc là aussi, il a été enregistré par des républicains de Géorgie. Alors les républicains de Géorgie, en général, ne sont pas trop sur la ligne du Parti national, c'est un peu des dissidents, des frondeurs, si vous voulez. Mais bon, ils se méfient un peu du personnage Trump, et donc la conversation est enregistrée. Donald Trump appelle les responsables politiques locaux, sachant que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aux États-Unis, l'organisation des élections, c'est la responsabilité des États. Donc ce n'est pas l'État fédéral qui contrôle l'organisation des élections au niveau des États, fût-elle nationale. Et à l'échelle de ces États, ce sont les partis qui contrôlent l'administration. Donc aux États-Unis, vous avez un pouvoir très fort des partis sur l'administration avec le pouvoir de nomination. C'est-à-dire que pour arriver à un certain nombre de postes de responsabilité
dans l'administration au niveau fédéral, mais aussi au niveau local, il faut être membre du parti. Donc aux États-Unis, ça c'est une différence de la France, c'est que les États-Unis contrôlent beaucoup plus l'administration. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, les partis se sont constitués avant les administrations, historiquement. Donc, ils ont complètement contrôlé le fonctionnement, les nominations et la manière dont est organisée l'administration. En France, c'est l'inverse. En France, on a une administration qui est, pour ainsi dire, millénaire, et les partis se sont constitués beaucoup plus tard, et ils ont moins de pouvoir que les partis américains globalement. Donc, c'est ce qui explique que Donald Trump se permet ce fameux coup de fil où il dit « Mais attendez, l'élection, elle est très serrée, on a besoin de 11 780 voix, vous n'allez quand même pas m'embêter avec si peu de voix, et vous me les trouvez. » Alors pourquoi il dit ça, Donald Trump? Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas une législation, il n'y a pas un code, il n'y a pas un droit électoral. Il y a 50 législations électorales. Et la manière dont on vote est aussi différente. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de vérifications a posteriori des bulletins de vote. C'est-à-dire que quand vous votez en France, vous émargez avec vos papiers, etc. Et on peut considérer, je pense, il y a peut-être des exceptions à ça, mais on peut considérer que globalement, si vous déposez votre bulletin, il va être compté. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Il peut y avoir des vérifications a posteriori, par exemple sur la validité des adresses. Ce qui fait que lorsqu'on va procéder à... Il y a aussi un vote par correspondance. Donc quand on va procéder à la vérification de la validité des bulletins, il y a toujours, Donald Trump ou pas Donald Trump, il y a toujours une zone grise en fait, de voix qui peuvent être, on va dire, mises de côté en fonction des intérêts locaux. Et ça, c'est lié à l'insuffisance de la législation aux États-Unis et qui permet en fait ce jeu avec les règles véritablement, dans un contexte où un État, dans le cadre d'une élection présidentielle, un État peut se gagner avec 20 000 voix, 30 000 voix sur plusieurs millions d'électeurs. Donc parfois, même un 0,1%, ça peut changer véritablement l'issue du scrutin. Donc Donald Trump, quand il fait ça, j'ai envie de dire, il n'invente pas le procédé, mais il le pousse, on va dire, un petit peu plus loin, et il dit très clairement, en gros, m'emmerdez pas, et vous trouvez ces voix, et puis c'est tout. Sauf qu'il a été enregistré, et que ça, eh bien, ça a été porté à son discrédit, évidemment. Pour ce qui est de l'affaire de cette fraude électorale en Géorgie, il y a eu des rebondissements récemment, alors non pas sur le fond de l'affaire, mais sur l'instruction, puisque la procureure, qui est une démocrate, la procureure Fannie Willis, a été, alors là on retombe dans un niveau, on va dire, en dessous de la ceinture, mais a été révélée comme ayant entretenu une liaison avec l'avocat qu'elle a engagé pour poursuivre Trump. Donc forcément, il y a un peu de conflit d'intérêts, et là, en ce moment, alors ça se décide en ce moment, on se pose véritablement la question de savoir est-ce que cette procureure peut rester en place? Est-ce que ça ne remet pas en cause le fond du dossier? Donc l'affaire de Géorgie, qui était quand même une affaire assez grave, pourrait être remise en cause par ça. Donc ça montre bien qu'il y a des jeux politiques, bien sûr, hein, qui sont à l'œuvre. Alors on verra, hein. Encore, il faut que la justice se prononce sur le fond du dossier. Est-ce que cette relation entre ces deux personnes a influé l'instruction du dossier ou pas? Bon, on verra, mais on voit qu'il y a un certain nombre de tractations politiques, de tensions politiques au sein de ces procès. La stratégie de Donald Trump et de l'armée d'avocats qu'il emploie, ça a été de retarder les procès. Donc, ça fait longtemps qu'on en entend parler et ils n'ont toujours pas commencé. Il n'y a que l'affaire Stormy Daniels pour laquelle on a une date. Pour l'invasion du Capitole, on n'a pas de date. Pour les documents classifiés, rien n'est certain. Et pour la fraude électorale, là aussi, on ne sait même pas si le procès va avoir lieu. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Les avocats de Donald Trump avaient tout intérêt à utiliser de toutes les arguties juridiques possibles pour repousser l'échéance.
Et ils espèrent, ils tablent sur une potentielle réélection de Donald Trump. Et après, si Donald Trump est réélu, là, on est dans une, on va dire, dans une inconnue judiciaire, puisque a priori, on ne sait pas aux États-Unis si un président peut se gracier lui-même. Ça dépendra de quelle cour est compétente, puisque quand il peut se gracier, il pourrait se gracier lui-même si s'il s'agit de cour fédérale. Ce n'est pas le cas s'il s'agit de cour étatique. Il y a des demandes en immunité présidentielle qui ont été déposées, qui ont été rejetées. Donc, on est dans une situation d'incertitude. Et la stratégie de Donald Trump par rapport à ça, alors elle a été différente, c'est-à-dire que la stratégie de communication, ça a été celle de se mettre en scène. Alors, si vous vous souvenez, il y a un an, on avait les vidéos vues d'hélicoptères de Donald Trump montant dans son avion, se rendant à la cour X ou Y, se rendant à son audience. Est-ce qu'on va le prendre en photo avec les menottes? C'était la grande question. Et ça, c'était clairement une mise en scène de la part de Trump, qui, vous le savez, est un homme de télévision. Donc Donald Trump, pendant 10 ans, il a eu un show qui s'appelle The Apprentice, qui était un show de télé-réalité, et qui a fait connaître en fait son visage à tous les Américains. Donc Donald Trump connaît parfaitement les rouages médiatiques, il sait parfaitement faire le buzz, il sait faire de la communication, c'est son métier. Et pour ces procès, il a bien compris 2 choses, c'est que, en tout cas dans un premier temps, ça lui offrait du temps de visibilité médiatique gratuit. Et ça, dans une campagne électorale, ce qui coûte le plus cher aux États-Unis, c'est d'acheter du temps d'antenne. Donc Donald Trump, il a bien compris qu'en multipliant les phrases chocs, les images très cinématiques de la grande victime du système se rendant à son procès, mais quand même combatif, eh bien, tout ça, ça lui apporte de la visibilité médiatique. Et d'ailleurs, les médias français ont complètement suivi, puisqu'on ne parlait que de Donald Trump. Si bien que moi j'ai cru à un moment devenir même Trumpologue, puisque ce n'était que le seul sujet qui était abordé, forcément, ça qui faisait parler, ça fait peur. Et puis il y a des images, il y a des petites phrases, donc c'est bien pour la télé. Il lève des fonds aussi grâce à plein de produits dérivés, que là, une méthode qu'il a aussi éprouvée dans ses affaires, puisque Trump a une marque de vêtements, il a une chaîne d'hôtels, il a plein de choses, donc il sait faire ça. Donc il a fait des mugs, des t-shirts, plein de choses avec son mugshot, là, sa fausse photo d'identification judiciaire. Et donc à chaque fois qu'il y avait un événement, il pouvait lever des fonds qui contribuaient à payer ses frais de justice, qui sont quand même élevés. Dans un premier temps, alors aujourd'hui ça serait moins vrai, mais dans un premier temps, il a réussi à financer ses frais de justice sur ses fonds de campagne. Le fait que les procès soient retardés ont aussi bénéficié en quelque sorte aux démocrates. Parce que, imaginons le scénario suivant où Donald Trump aurait été jugé il y a 2 ans sur l'invasion du Capitole et aurait été condamné. Ça aurait laissé le temps au Parti républicain de redéfinir une stratégie, de pousser d'autres candidats, et les prétendants dans le Parti républicain sont nombreux. Donc il y aurait eu tout à fait la possibilité de préparer un autre candidat à la place. Mais les démocrates avaient aussi un intérêt à ce que la décision n'arrive pas trop tôt pour affronter justement ce Donald Trump qui était certes très visible, mais aussi très critiqué. Au final, sur cette judiciarisation de la campagne, donc aujourd'hui, on est dans l'attente de beaucoup de choses. Il y a eu aussi des décisions civiles concernant une agression sexuelle, concernant de la diffamation, concernant aussi des fausses déclarations à des compagnies d'assurance pour obtenir des prêts à des tarifs, on va dire, plus avantageux. Donc sur ce dernier procès, quand même, signalons que la note pourrait s'élever à 500 millions de dollars, ce qui
ne le mettrait pas sur la paille, mais c'est quand même une coquette somme, il faut le reconnaître. 500 millions de dollars, bien sûr, il va faire appel, mais c'est une somme importante. Et l'argent joue un grand rôle dans cette judiciarisation, puisque Donald Trump, s'il n'était pas aussi riche, alors on ne sait pas chiffrer précisément sa fortune, mais s'il n'était pas aussi riche, il n'aurait pas eu la possibilité de se défendre à ce point-là et donc de retarder. Donc il y a quand même le pouvoir de l'argent ici qui joue, et des juges, et notamment des juges suprêmes, donc de la Cour suprême, qui ne veulent pas intervenir en amont d'une décision des électeurs. Ça a été aussi un grand débat sur la nature de la démocratie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir un candidat, entre guillemets, délinquant à la présidence des États-Unis, et qui le décide? Est-ce que ce sont les procès? Oui, mais s'il n'y a pas le temps matériel de tenir ces procès, est-ce que la Cour suprême peut dire d'office, bah non, on n'autorise pas ce candidat, ce qui, dans le schéma américain, n'est pas considéré comme très démocratique, ce qui est un peu paradoxal, mais dans le schéma américain, on est dans un raisonnement où, au fond, il faut laisser les électeurs choisir. Et les électeurs peuvent décider, en leur âme et conscience, si ils estiment que ce candidat mérite d'être désigné ou non. Ce qui est un raisonnement qui tient en partie, puisque les électeurs ne déterminent pas l'offre électorale, ils ne déterminent pas pour qui voter complètement, puisqu'il y a des candidats quand même qui se mettent en avant, et donc les électeurs n'ont pas, on va dire, 100% de latitude pour choisir qui pourrait se présenter. Et c'est ce qui m'amène donc au troisième temps, celui des élections primaires. Donc les élections primaires, on voit que c'est consolidé donc l'offre électorale. Donc là, on sait maintenant que ce sera Biden versus Trump. Alors une élection primaire, ça sert à désigner un candidat, là aussi dans les 50 États, à la présidentielle. Donc dans chaque État, alors ça va se continuer, même si maintenant on va beaucoup moins en parler, mais ça reste en cours. Donc ce qui se passe à partir du mois de janvier, avec le premier caucus de l'Iowa, puis les primaires qui suivent, les électeurs dans chaque État vont voter pour le candidat de leur parti qui a leur préférence. À partir de là, on va calculer un score du candidat qui va déterminer un nombre de délégués. Alors, c'est un peu complexe parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a toujours un peu de suffrage indirect, donc il y a plusieurs niveaux emboîtés, c'est un peu complexe. Mais formellement, ce n'est pas les électeurs qui choisissent le candidat qui sera investi. Formellement, ce sont les délégués du parti, donc des élus du parti, qui se réunissent l'été. Donc cet été, il y aura une convention du Parti démocrate, une convention du Parti républicain, donc convention grand-messe, si vous préférez. Donc grande réunion de ces délégués et qui vont se prononcer pour investir tel ou tel candidat. Et tout l'enjeu pour les candidats, c'est d'obtenir une majorité de délégués. Donc pour le Parti républicain, il y en a 2500, un peu moins de 2500, et tout l'enjeu pour Donald Trump, c'était d'obtenir la majorité des délégués à cette convention. Donc là, en ce moment, au moment où on se parle, Donald Trump n'a pas encore sa majorité, mais on sait qu'il va l'avoir. Et puis, il n'a plus de candidats formellement en lice, puisque Nikki Haley a jeté l'éponge, faute de victoire suffisante dans les premières consultations électorales. Donc ce qu'on voit, c'est que du côté républicain, il y a eu l'échec d'un front anti-Trump. Il y a eu l'échec de ce front anti-Trump qui aurait pu se constituer. Alors, ça a été un échec d'abord parce qu'au début, il y avait beaucoup de candidats. Donc, Donald Trump surnageait face à des candidats qui étaient moins connus, où on ne retrouvait pas les ténors en fait, du Parti républicain qu'on avait vu dans les élections précédentes. Et on a en plus des règles qui sont devenues très favorables à Trump. C'est-à-dire qu'au moment du caucus de l'Iowa, la première consultation électorale, il y a 4 candidats. Et c'est très défavorable à Trump, qui fait d'ailleurs un score bon, mais pas sans plus. Mais à partir du moment en fait, où ils sont 2,
la course devient beaucoup plus facile pour Donald Trump, et c'est pour ça qu'il a emporté le Super Tuesday haut la main, parce que dans un certain nombre d'États, à partir du moment où on obtient plus de la moitié des suffrages, on emporte la totalité des délégués. C'est-à-dire que, en gros, alors les règles varient en fonction des États, hein, mais je ne vais pas, bien sûr, vous faire un inventaire de tout ça. Mais la règle, on va dire, s'il y a 3-4 candidats, en gros, un qui a 25% des suffrages, il a 25% des délégués, grosso modo. Mais s'il n'y a que 2 candidats, il y en a forcément un qui a plus de 50%. C'est le cas la plupart du temps. Alors, il emporte la totalité des délégués. Donc ça veut dire que ça va très très vite en termes d'amoncellement, d'accumulation des délégués. Donc c'est pour ça qu'il gagne très vite ce scrutin des primaires. Même si c'est là où c'est intéressant de regarder les chiffres plus précis, même si vous regardez le nombre en valeur absolue d'électeurs qui se sont déplacés, il y en a moins pour Trump. Il y en a moins qui se déplacent pour Trump. Donc là, par rapport à 2020, quand il était président sortant. Donc, on a une démobilisation, mais comme il y a des règles qui lui sont très favorables, il emporte énormément d'États, ce qui lui permet de faire la course largement en tête. Ici, ce qui joue, c'est pas seulement les pro-Trump, et ça aussi, il me semble que c'est important de le souligner, c'est-à-dire que ceux qui vont voter Donald Trump, alors bien sûr, il y a les Trumpistes, ceux qui sont fans, mais il y a aussi les républicains plus pragmatiques qui se disent « Moi, je veux un candidat qui est susceptible de gagner l'élection face à Biden ». Et Trump, il est très connu. Et ça, c'est vraiment un point important, puisque si vous regardez les dernières décennies, en fait, on observe, et notamment du côté républicain, une démocratisation des élections primaires. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans auparavant, le parti avait pratiqué ce qu'on appelle des conventions, c'est-à-dire contrôlait beaucoup plus directement qui il soutenait comme candidat. Mais de plus en plus, on a dit il faut démocratiser les primaires et il faut que les gens votent. Sauf que quand monsieur et madame tout le monde votent dans des primaires, en fait, ils vont voter pour des gens qu'ils connaissent. Et Donald Trump, il a une notoriété immense. Et beaucoup plus que Nikki Haley, beaucoup plus que Tim Scott, beaucoup plus, bien sûr, que Vivek Ramaswamy et que Ron DeSantis, qui ont été ses principaux adversaires. Donc, on a un mécanisme démocratique, qui est estimé comme démocratique, c'est-à-dire faire voter plus directement les gens pour leur candidat, mais qui va induire le choix d'un candidat qui est plus médiatique, plus visible, et qui n'est pas forcément le meilleur candidat, ou en tout cas le plus connu. Donc ça, c'est ce qui se passe du côté des républicains. Et du côté démocrate, alors l'affaire est beaucoup plus entendue, puisque quand un président est sortant, ce qui est le cas de Joe Biden, il y a formellement des élections primaires, mais il a un vague adversaire face à lui qui s'appelle Dean Phillips, qui est un illustre inconnu, et qui fait vraiment de la figuration, c'est-à-dire que Biden va l'emporter, mais comme tous les présidents sortants en fait qui se représentent, en général les présidents sortants font entre 85%, c'est un mauvais score, jusqu'à même 100%, où il y a certains États où les candidats renoncent à se présenter. Donc pour Biden, le chemin est assez tracé du côté des primaires démocrates, il n'y a absolument pas de suspense. Donc on est dans une configuration très particulière, qui est une configuration à 2 présidents sortants, en quelque sorte, même si Trump n'est pas immédiatement sortant, il a été président, et cela dans un contexte international qui est particulièrement tendu, avec des enjeux géopolitiques en Ukraine, à Gaza et même à Taïwan. Donc on est dans une situation où les électeurs disent encore qu'ils ne veulent pas d'un rematch Trump-Biden pour l'essentiel. Hein, on est encore sur ces chiffres-là. 2 Américains sur 3 ne veulent pas de ce nouveau duel, mais c'est bien celui qui va se passer. Et là, au moment où on se parle, on a des sondages qui sont plutôt favorables à Donald Trump. Mais là, je voudrais attirer votre attention sur un autre élément important des élections aux États-Unis, c'est que, paradoxalement, ce n'est pas le candidat qui réunit le plus de voix qui gagne l'élection présidentielle, en raison du scrutin indirect. Donc en fait, aux États-Unis, il ne faut pas juste avoir le plus de voix, il faut avoir la meilleure répartition de voix dans tous les États. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, gagner un État par 50,5%
0,3%, c'est la même chose que de l'emporter par 60 ou 65%. Ça ne change rien, en fait. Donc c'est plus intéressant d'avoir une légère majorité dans beaucoup d'États que d'avoir forcément des États où il y a des très fortes victoires électorales. Et ça crée une distorsion, en fait, dans le décompte. D'ailleurs, Trump, quand il avait été élu la première fois, a été l'un des présidents qui a été élu avec le moins de voix et le moins de pourcentage de voix. Mais il a été élu quand même parce que ses voix étaient bien réparties entre les 50 États. Donc ça, c'est l'effet du scrutin indirect. C'est pour ça qu'il faut mettre un petit peu le nez dans les modes de scrutin, puisque le mode de scrutin, ça a l'air un peu technique, mais ça détermine qui gagne. Alors, pour conclure, et ne pas être trop longue, la démocratie dans tout ça. Alors, la démocratie américaine est largement présentée comme en danger. Donc, si vous ouvrez n'importe quel journal américain, surtout les journaux démocrates, ils diront que la démocratie est en danger. Et que Joe Biden est le rempart à ce péril démocratique. Et il faut dire que Donald Trump donne un certain nombre d'arguments à ses adversaires. Il lance des propositions du style si je suis réélu, je ne serai dictateur mais qu'un seul jour. Très rassurant. Et il confesse qu'il a parmi ses lectures de chevet Adolf Hitler. Bien. Il réutilise d'ailleurs une rhétorique nazie quand il parle des immigrants, les associant à de la vermine qui va contaminer le sang du peuple américain. Donc là, on est vraiment dans la reprise d'une rhétorique qu'on a bien connue sous le régime nazi. Donc, on a effectivement des paroles qui sont dites et qui sont inquiétantes, pour le moins. Ce qui permet aux démocrates d'enfoncer le clou et dire nous, on est la solution, on est le rempart face à cette démocratie en danger. Mais si vous regardez la presse républicaine, et on a une presse conservatrice importante aux États-Unis, alors dans une moindre mesure, mais ils vont aussi, eux, défendre la démocratie. Donc, dans cette vieille démocratie américaine, chaque camp entend défendre la démocratie avec ses propres arguments. Et on en vient forcément à la question de la définition. Dire, mais c'est quoi la démocratie ? Et là, même si on regarde, même pas les définitions politiques, mais les définitions juridiques, il y a plusieurs manières de définir la démocratie. La démocratie, ça peut être un mode de désignation des représentants, le fait qu'il y ait une consultation électorale qui soit organisée pour désigner des représentants. Mais c'est aussi l'état de droit. C'est aussi l'existence d'un certain nombre de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Donc le pouvoir arrête le pouvoir. Donc aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs importants. Le président a un pouvoir important, mais le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, a aussi beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que notre Parlement français. La Cour suprême a aussi beaucoup de pouvoir. Donc on est dans un jeu où on a beaucoup d'institutions qui ont du pouvoir. En sciences politiques, ce qu'on retient généralement, c'est pas seulement le fait qu'il y ait des élections, puisque des élections, il y en a en RDC, il y en a en Russie. On ne peut pas forcément les considérer comme très, très démocratiques. Ce qu'on va retenir en sciences politiques, c'est souvent le caractère concurrentiel des élections. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une vraie concurrence, il y ait des adversaires, il y a une incertitude, on ne sait pas qui va gagner. Et là, effectivement, entre Biden et Trump, alors bien sûr c'est toujours la question qui va gagner, on pourra se livrer au jeu des pronostics si vous le souhaitez, mais au fond, on ne sait pas. La campagne n'est pas terminée, il peut se passer d'autres choses d'ici le mois de novembre. On est dans l'incertitude. Et cette incertitude, elle est constitutive de la démocratie. Quelque part, heureusement qu'on ne sait pas qui va gagner, ça prouve qu'il y a encore un pouvoir des électeurs à définir qui va l'emporter. La deuxième remarque qu'on peut faire au sujet de la démocratie est, je pense, une méprise d'un certain nombre de commentateurs sur, au fond, ce qu'est la démocratie, notamment par rapport à la question des fake news. Puisque la démocratie, ça n'a jamais été la recherche de la vérité. Alors on peut, chacun, dans son fort intérieur, si on le souhaite, rechercher la vérité, dans une démarche philosophique, mais la démocratie, c'est pas fait pour ça. La démocratie, c'est pas une recherche de la vérité. Et d'ailleurs, dans la philosophie politique, même antique,
très tôt, Aristote présentait ce qu'il appelait la doxa, c'est-à-dire l'opinion, comme le contraire de la vérité. Donc, on a une tension au cœur du système démocratique entre le nombre et la raison. Alors bien sûr, on aimerait que, en tout cas, un certain nombre d'entre nous aimeraient que la plupart des gens soient raisonnables. Mais la démocratie, ce n'est pas le consensus. La démocratie, ce n'est pas la victoire de la raison. Tant et si bien qu'à la fondation de la démocratie américaine, comme d'ailleurs au moment de la Révolution française, les révolutionnaires ont proclamé le pouvoir du peuple, donc le gouvernement par le peuple et pour le peuple, mais se sont empressés de limiter le pouvoir effectif du peuple, en limitant sa participation aux élections, en introduisant des mécanismes de limitation, des femmes, des hommes qui, en fonction des moments, qui ne sont pas propriétaires, qui n'ont pas un niveau de richesse ou d'éducation suffisante, des populations de couleur ou en France d'outre-mer. Enfin, il y a eu un certain nombre de limitations du droit de vote dès le départ. Donc cette revendication démocratique du gouvernement du peuple par le peuple, c'est un idéal politique qui n'a jamais été mis en œuvre et qui est par ailleurs techniquement difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire faire gouverner tout le monde par tout le monde, en termes de mécanismes institutionnels, c'est pas évident. Donc il y a cette tension au cœur de la démocratie entre le nombre et la raison, où il faut légitimer un gouvernement élu par le nombre, mais les décisions devraient être prises selon la raison. En tout cas, ça c'est la théorie. Donc cette tension-là, elle est présente aussi, et on peut l'appliquer à la question de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de personnes qui se déclarent en faveur de Donald Trump. Ce n'est pas forcément pour ça qu'on peut considérer que c'est raisonnable, la bonne chose à suivre, mais si le nombre le décide, là aussi c'est la démocratie. C'est le fameux mot de Brecht. Si le peuple n'adhère pas, ne soutient pas le gouvernement, est-ce qu'il faut dissoudre le peuple ? C'est un peu compliqué. C'est-à-dire donner le pouvoir au peuple, oui, mais jusqu'où ? Donc il y a des vraies tensions aussi de ce point de vue-là. Et donc la présence de Donald Trump, mais on pourrait le dire aussi d'autres figures dans d'autres pays, n'est pas complètement antithétique à la démocratie. C'est ça qui est complexe. Ensuite, la démocratie, je vous disais, n'est pas un régime de consensus, et c'est même un régime de dissensus. C'est-à-dire que dans la démocratie, il y a le conflit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'il y a une liberté d'expression, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui le font savoir de différentes manières. Alors on peut le faire savoir de manière, on va dire, civilisée, du débat, voilà, on discute. D'accord, pas d'accord, on a d'autres perspectives. Mais tout le monde ne se comporte pas de cette manière-là, et il y a des conflits qui peuvent émerger. Parce que, justement, le renouvellement des mandats voulus par la démocratie, il y a ça aussi, le fait que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient au pouvoir et qu'il y ait la possibilité d'une alternance, crée des tensions, puisque ceux qui se pensent du côté de ceux qui vont gagner, veulent obtenir l'écoute de leurs revendications. Ils disent, oui, mais si je suis démocrate et que c'est un démocrate qui va être élu, j'ai envie qu'il m'écoute. Par exemple, j'ai envie qu'il m'écoute sur le fait qu'on voudrait que le pouvoir américain soit plus ferme vis-à-vis de Gaza, par exemple. Ça, c'est une revendication des démocrates. Donc il y a des tensions aussi au sein des camps pour faire valoir des revendications lorsqu'il y a une élection. Et puis il y a bien sûr l'opposition, puisque la démocratie, c'est aussi prendre le risque de voir des gens qu'on n'aime pas au pouvoir, régulièrement. Bon, ça, c'est l'effet de l'alternance. Donc là, la démocratie, c'est un régime de dissensus, c'est un régime de conflit. Alors de nombreux auteurs l'ont dit, Montesquieu, Aron, etc. Quand vous n'entendez plus le bruit et la clameur dans un État, c'est que la liberté la fuit. Donc le fait qu'il y ait du conflit n'est pas antithétique à la démocratie. Et puis, pour terminer, je voudrais vous rappeler cette phrase très connue de Churchill, qui disait « La démocratie est le pire régime, à l'exception de tous les autres qui ont été expérimentés ». Et la démocratie, c'est un régime qui peut être considéré comme préférable, régime d'ailleurs, je le rappelle, minoritaire dans les pays du monde aujourd'hui.
Donc on peut être insatisfait des choix démocratiques, mais les démocraties sont minoritaires aujourd'hui dans le monde. Donc on peut considérer de notre point de vue que la démocratie est un régime préférable, mais il est rarement un régime préféré. Merci de votre attention.